of Commons. Mesdames et messieurs les lords, mesdames et messieurs les députés, For the addresses of condolence je vous remercie de ces mots de condoléances que vous avez bien voulu prononcer. Merci aux chambres des lords et des communes d'avoir formulé ces mots de condoléances suite au décès de ma mère bien-aimée. Comme disait Shakespeare au sujet de la reine Élisabeth précédente, elle était un modèle pour tous les êtres vivants. Et aujourd'hui, bien sûr, devant vous, je sens bien le poids de l'histoire qui nous rappelle les traditions bien vivantes du Parlement, traditions auxquelles vous vous consacrez, à la fois les membres de la Chambre des lords et de la Chambre des communes. Le Parlement est véritablement l'instrument bien vivant de notre démocratie. Et vos traditions sont très anciennes, c'est ce que nous voyons, ne serait-ce que par le bâtiment dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et bien sûr, mes prédécesseurs le savent bien. Alors bien sûr, tous les liens à ma mère bien-aimée sont présents ici, que ce soit la fontaine qui commémore le jubilé d'argent de la reine, et puis le mémorial à l'occasion de son jubilé d'or, ou encore, face à moi, ce magnifique vitrail en mémoire de son jubilé de diamant. Et puis, bien sûr, votre formidable présent à sa défunte majesté pour marquer le jubilé de platine que nous avons célébré il y a seulement 3 mois avec tant de bonheur et de joie. La cloche de Big Ben, l'un des symboles les plus connus de notre pays dans le monde entier, qui est accueilli par la tour d'Élisabeth, qui a également marqué l'un des jubilés de ma mère, eh bien, à partir de mercredi, ma mère sera présente ici. Mesdames et messieurs les lords, mesdames et messieurs les parlementaires, nous sommes réunis aujourd'hui en mémoire de l'engagement et de tout ce que ma défunte mère a fait au service de notre pays. Sa défunte majesté s'était engagée à servir son pays et son peuple et à préserver les principes de notre nation, le principe de la monarchie constitutionnelle. Elle a réussi à se tenir à cet engagement avec dévouement. Elle nous a donné un exemple d'un sens du devoir sans pareil. Et j'espère qu'avec l'aide de Dieu et avec votre soutien, j'arriverai à suivre son exemple. Très bref. Très bref aussi. Très bref aussi ce discours de Charles qui conclut donc une séquence, comme on dit, d'une 40aine de minutes, qui a été très sobre, écoutée dans un silence religieux, quoique cette cérémonie n'a rien de religieuse en tant que telle. Tout le monde se lève.
le God Save the King qui résonne pour la première fois dans cette enceinte, on peut imaginer que pour le roi Charles, même s'il se prépare depuis des décennies, ce doit être un moment extrêmement puissant en termes émotionnels. Marion Lourd. Oui, sans doute. C'est vrai qu'effectivement, ça fait 70 ans qu'il attend ça. Donc un moment d'émotion avec sa femme qui est à ses côtés. Ça n'a pas été toujours facile pour eux durant les dernières décennies. Donc là, elle est là pour le soutenir, pour partager ce moment avec lui. Et puis, c'est drôle parce que dans son discours, il a cité Shakespeare. C'est quand même la deuxième fois depuis qu'il est arrivé sur le trône qu'il cite Shakespeare. Dans son premier discours, il avait parlé des anges qui allaient emporter sa mère au ciel, en fait. Et c'était aussi une référence à Shakespeare. Et là, c'est donc la deuxième fois qu'il le fait. C'est un roi poète, un peu. Voilà, là, ils sont en train de marcher le long de l'allée pour quitter sans doute le Parlement, donc les parlementaires qui vont prêter serment à ce nouveau roi, en fait. Jean Descartes, en tant que grand historien des dynasties d'Europe, qu'est-ce qui vous a frappé ? On a surligné, nous, à l'antenne, cette phrase « Je sens le poids de l'histoire ». Marion Lourd parle donc de cette phrase de Shakespeare. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, outre l'émotion et outre ce premier God Save the King ? Bien qu'il succède à sa mère qui était, je le répète, le seul chef d'État en fonction ayant connu la Deuxième Guerre mondiale, ce qui représentait quelque chose d'exceptionnel. Je répète, quand elle est à son avènement, Staline est toujours à Moscou. Bon, elle a connu les horreurs de la guerre froide en découvrant que parmi son entourage, il y avait des gens de très haut niveau, il y avait certains espions soviétiques qui n'avaient pas été démasqués, par exemple. Elle a vécu le problème du scandale de Margaret, sa sœur, l'affaire Townsend, et tous les commentaires, si vous voulez, dans l'après-guerre, où une société qui avait souffert, une société héroïque, n'admettait pas qu'on puisse un petit peu avoir un autre comportement. Mais moi, je veux me souvenir que... Oui. Non, mais je vous écoute attentivement. J'observe que le roi converse encore quelques instants. Ce roi qui sent le poids de l'histoire, justement, vous racontez ? Le poids de l'histoire, oui, c'est évident. Ouais. Si vous pensez que sa mère a affronté donc des situations incroyables, elle est allée, contre l'avis du gouvernement, faire une visite dans un pays africain qui était une ancienne colonie britannique pour rendre visite au président Nkrumah, dans l'ancienne Angola, Nkrumah qui était un féodé. Pardon Jean, mais on nous demande toujours à quoi sert la monarchie britannique. La monarchie britannique, elle est en train de se démontrer là. Le souverain est la source de tous les honneurs, de tous les pouvoirs, mais il va rendre visite au Parlement, où sont assemblés les communes et la Chambre des Lords, qui d'ailleurs sont en beaucoup plus d'apparat que lui, parce que vous avez remarqué qu'il y avait 2 pages qui tenaient le manteau du président de la Chambre des communes et le manteau du président de la Chambre des Lords. Le roi est en jaquette noire, voilà, le roi et qui repart. investi par ces 2 pouvoirs, il repart. C'est ça la démocratie britannique. Mais c'était très bref. On aurait pu penser que ce serait plus empesé, plus... vous voyez, il doit même la partir en Écosse. Charles, c'est pas quelqu'un qui aime les longs discours, comme sa mère. Il avait ce trait de caractère en commun. Je voudrais juste dire un petit mot sur Camilla. Donc, il va être une présence discrète et permanente aux côtés du nouveau Charles III. Alors, Camilla, c'est pas du tout une femme que le pouvoir intéresse. Et pour avoir parlé récemment à des membres de son entourage, des amis à elle, etc. Vous vous rappelez que vous avez écrit un livre, Charles et Camilla, une histoire anglaise, en 2017. Oui, et on a reparlé avec des membres de son entourage là, il n'y a pas très longtemps. Et en fait, quand je leur ai posé la question, ils ont tous eu la même réponse, à savoir qu'elle allait se considérer d'abord et avant tout comme l'épouse du roi Charles. Et pas du tout, voilà, elle sera reine consort, mais elle se considère d'abord comme sa femme, son principal soutien, quelqu'un qui va l'aider au quotidien. Il y a un Londonien qui l'a interpellée alors qu'elle prenait un bain de foule à côté du roi vendredi. Et il lui a lancé « Bon courage » en anglais, et elle a répondu « J'en aurais bien besoin ». Et oui, ça ne m'étonne pas. Vous avez raison, l'une des raisons pour lesquelles c'est court, c'est qu'il y a un temps qui a été modifié. La reine serait morte à Londres, on aurait beaucoup plus de temps. Le problème, c'est qu'on est sur 2 cérémonies de funérailles parallèles. Le roi repart en Écosse cet après-midi parce que la reine est en Écosse.
et qu'il y a une cérémonie à la cathédrale Saint-Gilles avec une procession cet après-midi dans les rues d'Édimbourg. Donc en fait, à chaque fois, il y a un double degré de cérémonie. Londres, Édimbourg, Balmoral, Londres. Donc c'est vrai que ça doit être quand même très très réglé. Jean Descartes. Moi, je pense que... à l'image, qui était à Westminster Hall. Je pense que la reine pressentait sa fin. Quand on a vu sa main droite très nécrosée, c'était très mauvais signe. Non, Quand elle a serré la main à la première ministre. Voilà. Elle a voulu se rendre en Écosse et je pense que secrètement, elle pensait rendre son dernier soupir en Écosse, cette Écosse qu'elle adorait. Elle le souhaitait. Sa mère était écossaise. Elle adorait présider les jeux de Braemar, les jeux sportifs, athlétiques, etc. C'est très, très important. Et à Holyrood, où il y a des souvenirs d'un souverain français en exil, Charles X, qui avait laissé quelques dettes, ce qui n'a pas beaucoup plu aux Écossais, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Non, l'Écosse était très, très importante, comme pour sa mère, bien sûr, qui était attachée à ce pays avec son indépendance, son histoire. Il faut rappeler que l'Union Jack, le drapeau britannique, comprend 3 croix. La croix de Saint-André pour l'Écosse, la croix de Saint-Patrick pour l'Irlande, la croix de Saint-Georges pour l'Angleterre. Donc c'était un symbole. Regardez la voiture qui repart. Maureen Bajac, vous êtes avec nous en direct de Londres. Vous nous avez fait vivre tout à l'heure l'arrivée de la voiture du roi qui repart maintenant vers... Est-ce qu'on sait où d'ailleurs ? Oui, tout à fait. Il repart dans les airs. Il va rejoindre sa mère à Édimbourg. On vient d'apercevoir, vous l'avez dit, le convoi il y a quelques minutes. Le souverain ressortir après cette cérémonie très courte, 30 minutes seulement. Et pourtant, c'était un moment très important, très symbolique ici pour la monarchie britannique qui symbolise vraiment l'union entre la monarchie et le Parlement britannique qui détiennent à eux deux toute la souveraineté de ce royaume. Vous le disiez, les deux chambres qui ont présenté leurs condoléances à Charles III, leur compassion. C'est une perte pour nous, mais surtout pour leur famille. Voilà, ce sont leurs mots. Ils ont assuré évidemment de leur loyauté à ce nouveau roi, Charles III, qui lui a cité Shakespeare et qui parle du poids de l'histoire. Dans l'assistance étaient évidemment présents plusieurs premiers ministres. On va voir certainement plusieurs convois là qui sont autour de nous et qui sont en train de repartir, notamment la première ministre, Liz Truss. Ce sera tout l'enjeu pour Charles III qui va devoir tisser un lien de confiance avec cette première ministre, comme a su le faire sa mère avant, je vous le rappelle, qui a donc travaillé avec 15 premières ministres pendant ses 70 ans de règne. Mais là, vous le disiez, Charles III et son épouse Camilla, la reine consort, prennent désormais l'avion et vont rejoindre Édimbourg pour suivre la procession de la reine Elisabeth II. Merci beaucoup Maureen Bajac en direct de Londres. On a vu également Boris Johnson et Theresa May, les deux précédents premiers ministres, qui étaient également dans cet endroit, dans cette salle. J'ai une question un peu bête. Vincent Mélan, vous êtes un spécialiste de la joaillerie. Quand est-ce qu'il va porter sa couronne, Charles III ? Alors il ne va pas la porter tout de suite, il la portera le jour du couronnement. Mais aujourd'hui, à Londres, sur le cercueil de la reine sera présente la couronne d'Écosse, qui est une couronne qui est la plus ancienne couronne de la monarchie britannique, parce que c'est la seule que Cromwell n'a pas réussi à fondre pendant la Révolution, parce que les Écossais étaient tellement attachés à ce symbole qu'ils l'ont dissimulé pendant plus de 15 ans pour que Cromwell ne puisse pas la fondre. Il a fondu toutes les autres couronnes britanniques qui étaient à Londres. C'est la seule couronne de la Renaissance qui a survécu. Elle vient des Stuart, du père de Marie Stuart, Jacques V. Incroyable. Et elle sera posée sur le cercueil de la reine cet après-midi à Édimbourg. Ce qui est assez intéressant. Pourquoi ? Il y a toujours un symbole royal sur une couronne. Lorsque la reine-mère est morte, sur son cercueil, on avait la couronne de la reine-mère en diamant qui était posée. Et à Londres, lundi prochain, c'est là. Et d'ailleurs, quand elle arrivera à Londres jeudi, je crois, ce sera la couronne impériale d'État qui sera posée sur le cercueil et qui restera sur le cercueil jusqu'à la fin des funérailles. C'est le symbole de son rang de souveraine, reine d'Écosse, couronne d'Écosse, couronne impériale d'État, parce qu'elle est reine de Grande-Bretagne. C'est la couronne qu'elle utilisait à chaque fois lors de l'ouverture du Parlement. Et la seule couronne qu'elle n'utilise pas, c'est la couronne du sacre. Pour une raison très simple, la couronne du sacre est très très lourde et en plus c'est une copie. Il y a combien de couronnes ? Ah bah il y en a 15. Parce qu'en fait, il y a la couronne de la reine Mère, il y a la couronne de la reine Mère, il y a la couronne de la reine Marie-Henriette. On a gardé toutes les couronnes depuis le XVIIIe siècle. Tout ce qu'il y avait avant a été fondu par Cromwell et détruit, sauf la couronne d'Écosse. Et la couronne que portera Charles, c'est celle du père d'Élisabeth ? Il en portera deux. Il portera la couronne de Saint-Édouard, qui est une copie de la couronne qui a été refaite au XVIIe siècle et qui a été créée par Charles II. Elle est très lourde, donc il la gardera uniquement le temps du couronnement.
Et celle qu'il portera d'une manière usuelle quasiment tous les ans lors de l'ouverture du Parlement, c'est la couronne impériale d'État qui a été créée par George V, le grand-père de la reine Elisabeth. Merci D'ailleurs, elle portait un diadème sur la fin dans les discours parlementaires. La